Merci Christophe. Bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. Évidemment, je commencerai ce bref exposé, et vous n'en serez pas surpris, par des remerciements, mais remerciements qui s'ajoutent aux remerciements peuvent être peut-être légèrement abrégés. Mais merci vivement, cher Jérémy Eman, de m'avoir invité à prendre part à ton beau colloque. Et merci surtout d'avoir introduit le droit des transports de ce côté-ci de la rue de l'université. C'est une première, peut-être pas une dernière. Merci aux organisateurs, à Lise en particulier, que j'ai connue dans une autre enceinte, qui est l'équipe Louis Josserand. Alors, évidemment, tu me mets un petit peu mal à l'aise tout de même, parce que, allumer le feu, je ne suis pas Johnny Hallyday. Cela étant, il y a quand même un petit lien avec le droit des transports aériens, parce que quand on parle de l'aérien, on l'oublie un peu, il faut inclure le transport par voie de montgolfière. Donc, quand on veut évidemment faire démarrer une montgolfière, par quoi faut-il commencer ? Eh bien, tout simplement par allumer le feu. Donc, je me contenterai de cela et d'avoir trouvé ce petit lien avec la thématique de cette matinée. Donc, je vais poursuivre et achever donc ce premier volet, le volet R de la matinée, en vous parlant de la question de l'effectivité des droits reconnus par le règlement 261/2004, en me plaçant à la fois, comme l'a fait excellemment mon ami Laurent Sigouard, au regard du droit positif, mais peut-être en me plaçant modestement et un tout petit peu dans la perspective d'une réforme attendue, ou à tout le moins annoncée, de ce règlement. Alors, cette question de l'effectivité des droits, elle est essentielle en droit de l'Union européenne. Elle a même donné lieu, je crois, à de brillants travaux. Je crois qu'elle part d'un constat simple. Attribuer des droits, c'est bien, mais assurer leur effectivité, c'est mieux. Voilà ce que l'on peut dire. Mais quand on parle d'effectivité des droits en droit de l'Union européenne, j'ai cru comprendre que, d'un point de vue technique, la notion avait un sens particulier, que je maîtrise très mal. Donc c'est pour ça que je me contenterai de vous dire en une phrase que le principe d'effectivité implique que si un droit est reconnu aux particuliers par le droit de l'Union européenne, eh bien, pèse une obligation sur les États membres. Les États membres ont l'obligation d'en assurer la protection effective, ce qui implique le plus souvent de mettre à disposition des citoyens de l'Union un droit au recours juridictionnel. Je parle sous ton contrôle, Jérémy, mais ça doit être quelque chose comme l'arrêt Simmental, si ma mémoire est bonne. Alors, comme je ne suis pas spécialiste de droit de l'Union européenne, loin de là, je ne me sens pas, cet arrêt ne fait pas autorité de choses jugées à mon endroit, je ne me sens pas tenu par cette approche et me permettrait de retenir, si vous me le permettez, une conception plus large, pour ne pas dire plus terre à terre, de la notion d'effectivité. Je suis quand même rassuré parce que c'est celle qui paraît être retenue dans le considérant même du règlement 261/2004. Donc j'ai comme allié le législateur de droit de l'Union européenne en matière de transport aérien. Donc je suis finalement assez rassuré. L'idée finalement, c'est d'analyser les mesures que le législateur et le juge européen, voire national, ont mis en place pour essayer de lever les obstacles à ce que les passagers, lorsqu'ils exercent une réclamation à l'encontre des compagnies aériennes, notamment une demande d'indemnisation en cas d'annulation ou de retard important de vol, puissent aisément obtenir gain de cause. Comment réussir à lever tous ces obstacles ? Donc je ne m'intéresserai pas au contenu substantiel de ces droits, mais d'un point de vue, je dirais, un peu plus procédural à leur mise en œuvre. Sur le contenu, eh bien, l'excellente présentation de Laurent Sigouard, me semble-t-il, se suffit à elle-même et il n'y a pas grand-chose à ajouter
sur ce point. Donc, il me semble en réalité que lorsque on cherche à étudier l'effectivité des droits des passagers aériens, eh bien, cela passe d'abord par une meilleure information sur leurs droits. Cela suppose ensuite une levée des obstacles procéduraux afin que les passagers puissent faire valoir leurs droits. Ce sont les deux parties de cette brève intervention. Donc tout d'abord, premièrement, si on essaye de garder une approche un peu didactique, on va dire ça comme ça, favoriser une meilleure information des passagers aériens. C'est vrai que si la loi, au sens large, lato sensu, disaient les anciens, c'est-à-dire y compris un règlement européen, vous donne des droits, c'est bien, mais si vous en ignorez l'existence et la teneur, c'est pas terrible. Ça sert pas à grand-chose. Alors vous me direz, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est une fiction. C'est une fiction et ça n'est pas davantage. Donc, qu'est-ce que l'on constate ? C'est un certain déficit, pour ne pas dire un déficit criant, dans l'information des passagers aériens, et à cet égard, peut-être que la réforme attendue du règlement 261/2004 viendra la combler. Donc tout d'abord, le constat que l'on peut faire, c'est celui d'un déficit d'information du passager aérien. Je crois que le constat est à peu près unanime. Nous l'avions fait à Marseille le 31 mai dernier. Les passagers aériens sont insuffisamment informés sur leurs droits. Alors, vous me direz, on enseigne traditionnellement que l'acheteur doit être curieux. Emptor debet esse curiosus. Et c'est vrai qu'il est sans doute légitime de formuler cette exigence à l'égard d'un client qui serait un professionnel. Mais je crois qu'on peut être un peu plus indulgent lorsque le client est un consommateur de transport, si tant soit peu que cette catégorie existe. Je ne sais pas. On va prendre comme postulat que c'est le cas. De toute façon, en droit français, mais le droit français, je crois, ne présente pas une originalité particulière de ce point de vue, toute branche confondue, l'obligation d'information repose sur le professionnel. Cela vaut pour le médecin, cela vaut pour le vendeur de matériel informatique. Et pourquoi cela ne vaudrait-il pas également pour le transporteur aérien ? Mais force est de constater que le transporteur aérien ne fait pas preuve, et c'est une litote de le dire, d'un zèle excessif en la matière. Donc, il fallait que le législateur européen se saisisse de cette lacune, ce qu'a fait le règlement 261/2004, qui n'a pas fait qu'édicter des règles substantielles. Il avait déjà pris conscience, contrairement au règlement précédent de 1991, qu'il y avait une insuffisance dans l'information des passagers aériens sur leurs droits. Le règlement 261/2004, il a parfaitement pris conscience de ce que les compagnies aériennes ne jouent pas le jeu en matière d'information des passagers. Il en a pris conscience notamment dans ce 20e considérant du règlement 261/2004 qui proclame, je cite, « Les passagers devraient être pleinement informés de leurs droits en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, afin d'être en mesure d'exercer efficacement ces droits. » Alors, ça ressemble à une déclaration d'intention, ça ressemble à une simple pétition de principe, mais par la suite, il y a l'article 14 du règlement qui donne corps, qui donne substance à cette obligation, et c'est vraiment une obligation de droit positif, c'est une obligation juridiquement contraignante. C'est pas un vœu pieux. Il prévoit notamment que les transporteurs ont l'obligation d'afficher un avis dans la zone d'enregistrement qui énonce « Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins 2 heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance. » Mais très bien, mais quand même le passager aérien est quand même relativement livré à lui-même. Et il faut reconnaître que lorsque le règlement est sorti, les compagnies aériennes n'ont pas véritablement appliqué
cette obligation issue de l'article 14. Alors, la Commission européenne, elle veillait au grain, puisque j'ai cru comprendre qu'elle avait posté certains de ses agents dans les aéroports pour informer les passagers sur leurs droits. Peut-être d'ailleurs possibilité de reconversion pour Thierry Breton, je ne sais pas. On aurait pu également penser que les associations de consommateurs se saisissent du problème, ce qu'elles n'ont pas véritablement fait. Peut-être considéraient-elles que le transport aérien était un transport de niche ou de riche, ou peut-être les deux. Donc, il faut que, nécessairement, me semble-t-il, l'information des passagers soit améliorée. Quelles améliorations peut-on porter à cette information des passagers? Et je crois qu'il devrait s'agir là, permettez-moi l'expression, d'une ardente obligation de la version révisée du règlement 261/2004. Mais en réalité, ce dont on peut se réjouir, si on se place évidemment côté passager et non pas compagnie aérienne, c'est que effectivement la Commission européenne, elle a pris les devants dans sa version, dans ses nouvelles lignes directrices interprétatives du règlement 261/2004 qui ont été diffusées au cœur de l'été. Merci Anaïs Escudier de nous l'avoir signalé. Donc, ces lignes directrices, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vais me faire taper sur les doigts pour dépassement de mon temps de parole par Monsieur le Président. En fait, ces lignes directrices, elles ont presque créé des obligations qui vont au-delà de ce que dit le règlement. Je ne vais pas entrer dans les détails, puisqu'elle prévoit que l'information de l'article 14, elle devrait non seulement être donnée au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, mais également sur les kiosques, en ligne, à la porte d'embarquement, voire même à l'arrivée, le cas échéant. C'est vraiment, je trouve, des lignes directrices qui ne sont pas seulement interprétatives, mais créatrices. Demain, des légers ferenda, comme disaient nos anciens, on pourrait espérer que la version du règlement 261/2004 aille plus loin et reprenne peut-être l'idée qui a été développée par la directive Travel de 2015 en matière de voyage à forfait, en créant, comme on dit, un point de contact obligatoire auquel pourraient s'adresser les passagers aériens, parce que à l'heure actuelle, notamment si vous voyagez auprès d'une compagnie low cost et que vous voulez vous plaindre auprès d'elle pour obtenir une indemnisation, non seulement vous n'aurez aucun interlocuteur au sein de l'aéroport, mais vous n'aurez peut-être même pas d'adresse email à qui vous adresser. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, devrait être rendu obligatoire. J'en viens à présent à la deuxième partie sur la levée des obstacles procéduraux afin que les passagers puissent faire valoir plus efficacement leurs droits reconnus par le règlement 261/2004. Donc j'envisage à ce stade deux questions, les obstacles qui sont rencontrés par le passager dans le cadre de son recours amiable contre la compagnie aérienne, et puis dans le cadre de ce que j'ai appelé le recours exercé avec l'aide d'un tiers. Donc le recours amiable, tout d'abord, c'est vrai qu'on peut partir du constat qu'il n'est pas facile pour un passager de faire valoir ses droits contre une compagnie aérienne, contre les compagnies traditionnelles, comme Air France, pour ne pas faire de publicité, ça se passe plutôt pas mal, mais vis-à-vis des compagnies low cost, si vous me passez l'expression, c'est un peu, enfin sans vouloir être caricatural, c'est un peu la croix et la bannière. Hein. Donc la création du point de contact que j'évoquais à l'instant, ce serait à la fois une mesure qui pourrait être intéressante pour informer les passagers, mais également pour faire valoir leurs droits. Création, obligation de mettre à disposition une adresse Internet et obligation de répondre, par exemple, dans un délai de 48 heures. Il me semble que ça ne serait pas exorbitant que de mettre cela à la charge des compagnies aériennes. Alors
la Cour de justice elle-même s'est montrée déjà d'un précieux secours auprès des passagers aériens pour que ceux-ci fassent valoir leurs droits. Le temps passe, je ne vais pas entrer dans les détails de cette jurisprudence, mais elle est guidée, en tous les cas, dans son approche téléologique, par le premier considérant qui précise l'objectif principal assigné au règlement, qui est de garantir un niveau élevé de protection des passagers. Et donc, finalement, ce que fait la Cour de justice, elle essaye en fait d'éliminer tous les obstacles que les compagnies aériennes se sont ingéniées à introduire dans leur CGT, ça veut dire Conditions Générales de Transport, vous avez tous compris, et qui mettent un peu les bâtons dans les roues dans les recours, notamment, c'est un arrêt Cobalt du 21 mars 2024 qui a dit, en gros, on veut bien que la compagnie propose, en cas d'annulation ou de retard important de vol, le versement d'un avoir plutôt que le remboursement, mais c'est à partir du moment où vous êtes transparent dans votre politique et que vous n'empêchez pas le passager de demander une indemnisation s'il le souhaite. L'idée, c'est que l'avoir, c'est possible, mais en quelque sorte en dernier recours, et si vous agissez non pas, je dirais, masqué, mais de manière totalement transparente. Qu'en est-il à présent, et pour conclure, des recours exercés avec l'aide d'un tiers? L'idée que je veux développer, c'est que, en réalité, le passager aérien n'est pas complètement abandonné à lui-même et qu'il dispose même de plusieurs alliés dont l'intervention devrait favoriser une meilleure effectivité de ses droits. Alors tout d'abord, deux idées. Tout d'abord, je crois qu'il faut partir du constat selon lequel le caractère consumériste du contentieux en matière de transport aérien de passagers, cela explique que le recours au juge présente un caractère en quelque sorte subsidiaire. Ça vient en dernier lieu. Les modes non juridictionnels sont privilégiés et en particulier en droit français, mais comme c'est du droit de l'Union européenne qui a été transposé, cela est vrai dans tous les autres pays de l'Union européenne, même si ça fonctionne pas forcément aussi bien d'un pays à l'autre. En droit français, les compagnies françaises sont obligées d'adhérer à un dispositif de médiation de la consommation. Alors, il en existe un officiel dans le secteur du tourisme et des voyages, c'est ce qu'on appelle la médiation transport et voyage, ou tourisme et voyage, je ne sais plus. MTV en tous les cas. Tourisme et voyage. MTV, c'est pas simplement une chaîne de télévision musicale américaine, pour ceux d'entre nous qui ont vécu dans les années 1980 et 90. Médiation, tourisme et voyage. On nous écoute là, on est enregistré. L'efficacité de ce dispositif prête parfois à contestation. Voilà, je n'en dirai pas l'avantage, mais si ça marchait bien, cela permettrait de faire l'économie de cette phase judiciaire dès lors que la compagnie aérienne suit la recommandation qui est préconisée par le médiateur, ce qu'elle paraît faire dans bon nombre de situations. Et puis, il faut savoir en fait que les compagnies aériennes ne sont pas obligées d'adhérer à ce médiateur officiel. Elles peuvent tout à fait adhérer auprès d'un dispositif privé de médiation, comme il en existe un certain nombre, et c'est le choix qui a été fait par certains d'entre elles. Donc la médiation, c'est un outil efficace. Alors évidemment, on peut toujours craindre, je ne vais pas faire de procès d'intention, dans la mesure où le médiateur est rémunéré par la compagnie aérienne. Est-ce qu'il est parfaitement objectif? Est-ce qu'il fait preuve d'un zèle particulier pour aider le passager aérien dans sa démarche d'indemnisation? C'est pas du tout sûr, et on peut même se demander si c'est vraiment son rôle que de pousser le passager à réclamer davantage de droits. Voilà, c'est un débat. Deuxième point,
c'est que le règlement 261/2004, il prévoit plusieurs mesures, plusieurs dispositions qui permettent d'assurer l'effectivité dans la mise en œuvre du passager aérien, toujours avec l'aide d'un tiers, comme je le disais. Et ce tiers, ça peut d'abord être la puissance publique. Ça peut être la puissance publique puisque l'article 16 du règlement charge les États membres de l'Union européenne de mettre en place des dispositifs permettant de veiller à l'application des dispositions du règlement et de sanctionner la violation des obligations imposées par le règlement. Donc, en droit français, en fait, c'est un texte contenu dans le règlement, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Il fallait qu'il y ait, en quelque sorte, en droit français, des mesures de complément. C'est ce qu'a fait le Code des transports, qui prévoit... il me trouble, hein. Il faut que je parle de dirigeable maintenant. Hein, c'est bien ça. Mais bon, je vais essayer, sans perdre le fil de mon propos. Donc, le Code des transports, il prévoit que si une entreprise de transport ne respecte pas le règlement 261/2004, eh bien, elle peut être condamnée à une amende administrative de 7 500 €, qui peut être doublée en cas de récidive dans un délai de moins d'1 an. Et le Conseil d'État a eu l'occasion de confirmer la légalité d'une amende administrative qui avait été précisément prononcée, qui avait été infligée à une compagnie aérienne. Hein, c'était pour un montant total de 30 000 €, précisément pour violation du règlement 261/2004. Hein, c'est un arrêt du 27 février de 2015, puisque cette compagnie aérienne, que je ne citerai pas, elle avait tout simplement refusé, à la suite de l'annulation d'un vol, de verser aux passagers tout simplement l'indemnisation à laquelle ils avaient droit. Ces sanctions sont quand même relativement lourdes et je pense qu'elles devraient fortement inciter les compagnies aériennes à respecter les droits des passagers aériens qui sont prévus par le règlement 261/2004. En second lieu, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est tout à fait récent, elle a consacré, en application de l'article 15 du règlement 261/2004, l'illicéité de la clause prohibant la cession des droits dont jouit le passager aérien à l'égard du transporteur en vertu des dispositions du règlement 261/2004. C'est un arrêt fort important de la Cour de justice du 29 février 2024. Et oui, en 2024, il y a 29 jours. C'est une année bissextile, cela ne vous aura pas échappé. Quelle est l'idée ? Il y a une annulation, un retard important de vol. Le passager est donc titulaire d'une créance d'indemnisation contre la compagnie aérienne. Et plutôt que d'exercer son droit, comme c'est un droit, comme on dit, dont il a la libre disposition, eh bien, il peut le céder à une société, je ne veux pas dire une officine, une société spécialisée dans la défense des droits des passagers. Il va le céder, et il va céder sa créance pour un montant égal à l'indemnisation forfaitaire à laquelle il a normalement droit. Les montants, vous les connaissez, c'est par exemple 250 € pour les vols de 1500 km ou moins. Ce montant étant évidemment diminué du montant de la commission qui va être perçue par la société en question. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Tout simplement parce que le passager contre une compagnie aérienne, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc ces sociétés spécialisées, comme leur nom l'indique, elles sont spécialisées, elles savent ce qu'elles font, elles sont bien plus capables de négocier effectivement, efficacement les droits des passagers qu'un simple passager. Hein. Et donc, elles seront à même d'obtenir gain de cause contre la compagnie aérienne qui ne va pas, permettez-moi l'expression, les emmener en bateau. Il existe d'ailleurs plusieurs sociétés de ce type, hein, par exemple Flightright en Allemagne ou encore
la société Retard-Vol en France, qui est d'ailleurs aujourd'hui brillamment représentée par sa présidente, Madame Anaïs Escutier. Donc tout cela pour vous dire que cette jurisprudence va clairement dans le sens d'une meilleure effectivité des droits des passagers. Alors, évidemment, le passager ne va pas récupérer la totalité de la somme à laquelle il a droit, parce qu'il faut bien que la société en cause se fasse rémunérer pour sa mission, mais il va tout de même récupérer une bonne partie de ce montant. C'est mieux que rien. Je serais tenté de dire, c'est mieux que de s'obstiner en pure perte à tenter de récupérer son dû. Et ce que l'on peut espérer, c'est que peut-être que cela va générer, je dirais, des bonnes pratiques de la part des compagnies aériennes. En tous les cas, cette jurisprudence, elle est importante, elle est même, me semble-t-il, tout à fait fondamentale, et elle s'inscrit pleinement dans un mouvement de faveur des autorités européennes dans ce que l'on appelle les techniques de financement de procès par un tiers, même si ici les enjeux financiers ne sont pas absolument colossaux. Beaucoup de progrès donc a été fait ces dernières années, surtout grâce à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Je cite la Cour de justice européenne parce qu'on peut être tout de même un tout petit peu inquiet. On peut être inquiet et se demander si, compte tenu du transfert annoncé, c'est très prochain, à partir du 1er octobre 2024, du traitement du contentieux du règlement 261/2004 vers le tribunal de l'Union européenne, si cette jurisprudence en matière de transport aérien aura toujours la même audace et également la même autorité, notamment vis-à-vis des juridictions nationales, la Cour de cassation pour ne pas la citer. Beaucoup reste encore à faire. Une réforme du règlement 261/2004 est attendue pour améliorer l'effectivité des droits des passagers aériens. Est-ce qu'elle verra le jour ? Rien n'est moins sûr. Le transport aérien va continuer à se développer. Des start-up développent également de leur côté des Led Zeppelin du XXIe siècle. Espérons simplement que le feu ne s'allumera pas de la même manière que ce qui s'est produit à l'encontre de ce cigare. C'est ainsi qu'on l'appelait au début des années 1930. C'est bien cela, cher Christophe Il a voulu me piéger, alors je lui rends la monnaie de sa pièce. J'ai pas voulu piéger personne. Tu parles du Hindenburg ? Oui. Je crois que c'est 38. 1938. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup d'avoir rappelé en fait cette exigence d'effectivité du droit européen, qui est effectivement un principe fondamental du droit européen qui s'inscrit, contrairement au droit français, dans une démarche concrète, c'est-à-dire la recherche d'un résultat effectif. Si l'on prend par exemple le droit français, la Cour de cassation avait considéré que le transporteur n'avait pas d'obligation d'information. Ça a été rappelé par un arrêt relativement récent, d'il y a 2 ou 3 ans. Alors, on voit bien le triptyque un petit peu qui est organisé dans le règlement 261/2004 avec un objectif de protection des passagers, des droits divers qui leur sont accordés, une limitation des circonstances exceptionnelles, des circonstances extraordinaires, de manière à limiter les possibilités d'exonération du transporteur, et de la même manière, une recherche de l'effectivité, quitte à contraindre le législateur français. Alors, entre le règlement aérien, qui a été en quelque sorte particulièrement novateur, pour ne pas dire révolutionnaire dans la matière, et le règlement maritime, il y a eu quelques années d'évolution. Il y a eu une application des critiques de la part des entreprises, le règlement ferroviaire qui est intervenu entre-temps. Le maritime est un monde, comme on le sait, libre, et peut-être s'est-il montré un petit peu plus réticent à une protection trop importante des passagers. Nous allons donc maintenant, vous l'aurez compris, nous jeter à l'eau.
J'allais pas la louper non plus. Non.